Gentlemen. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. J'espère que vous avez toujours très difficile de recommencer après le déjeuner. C'est très difficile. J'ai eu la même mission à Cape Town, donc j'ai eu la même mission. Je me suis tapé la séance après déjeuner. Ce que nous allons faire maintenant est intitulé l'histoire de l'île Maurice. Peut-être je voudrais commencer pendant 30 secondes pour vous dire ce que moi je fais. Je m'appelle Malcolm. Je suis le président du comité de direction INXZA. Je fais un peu de cloud computing. J'habite Cape Town, qui est une magnifique ville. Si vous n'y êtes jamais venu, mais certainement mettez cette destination sur votre liste de voyage. Et puis, comme Ishor a dit dans son introduction à cette conférence, moi en tant qu'ingénieur de réseau et les autres ici, ce que nous voulons faire, c'est de rendre l'Internet meilleur pour les utilisateurs qui sont sur leur téléphone mobile et sur leurs ordinateurs. La façon d'améliorer, c'est d'améliorer le réseau et puis et comment nous acheminons le contenu vers nos utilisateurs. Et donc, dans les trois discours que vous allez entendre de la part de l'histoire de l'Internet mauricien, c'est une image de qu'est-ce que ça veut dire d'être une économie illoise. Mais nous venons d'un continent, donc c'est difficile de savoir comment les affaires se font sur une île. Donc nous donner une certaine idée, une saveur de ce que ça veut dire travailler dans une île, comment ils traitent le contenu, comment ils construisent des centres de données, comment ils ramènent des IXP dans leur environnement. Et puis il semblerait que toute cette conférence serait focalisée sur l'histoire de l'île Maurice, mais pendant que nous sommes là, les îles, les économies îloises dans le monde entier, et nous avons un certain nombre d'économies des îles. Pour nous, en tant qu'Africains, essayer d'avoir du contenu et améliorer le contenu d'Internet pour tout le monde en Afrique, c'est exactement l'objectif de cette conférence. Allons commencer avec le premier présentateur ce matin. Nous voudrions le rendre aussi qui a été à AFNOR Donc, vous savez tous qu'il y a un microphone ici et il y a un microphone à gauche. Ce que nous essayons de faire, c'est nous essayons d'avoir des gens debout et poser des questions à nos trois représentants du panel ici. Et leur poser des questions, tout ce qu'on a discuté, les contenus IXP, l'infrastructure de câblé, l'infrastructure mobile. Ce que j'encouragerais tout le monde à faire, c'est d'être aussi interactif que possible. Pour ça que je vous ai demandé de venir le plus près possible, parce que c'est bien de s'asseoir et d'écouter ce qui est dit, mais il faut questionner ce qui est dit. Et ça va aider à améliorer la conversation sur tout ce qu'ils vont discuter. Ça va vraiment nous aider à essayer de venir vraiment apporter la preuve par 9 de ce que nous allons discuter. Donc, il va nous parler de son histoire autour de contenu. Donc, accueillons-le. Bon après-midi. Je suis Ish Souken. Je suis un ingénieur à la Sentinelle. La Sentinelle est un groupe de médias. On publie la plupart des journaux et magazines. Et nous voulons que nos utilisateurs aient le meilleur de notre expérience. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? C'est pour
partager notre histoire avec vous, l'histoire de notre combat sur ce que je viens de dire. Nous voulons nos utilisateurs d'avoir la meilleure expérience Internet que possible. Et donc pour ceci, nous avons besoin de partenaires. Donc ça n'a pas été une aventure très facile. Comme beaucoup de sociétés à l'île Maurice, la Sentinelle a commencé son aventure sur le web en 2003 et puis 10 ans plus tard, l'Express.mu a connu un trafic exponentiel au point où nous avons été obligés de bouger l'Express vers une plus grosse infrastructure parce que l'Internet était très très cher. Donc nous avons bougé vers Dublin avec Amazon. Donc étant avec l'Europe, le hosting l'hébergement était pas cher du tout, mais avec beaucoup de difficultés. Pour une petite île au milieu de l'océan Indien, l'Europe est très très éloignée. Ça veut dire que le paquet prend 250 millisecondes pour voyager d'Europe vers nous. Pour accélérer l'Internet et nos services beaucoup plus rapides pour nos différents utilisateurs, donc vers 2013, l'hébergement à Maurice, donc essayons de le faire nous-mêmes. À la Sentinelle, nous avions une équipe. Nous nous sommes dit, nous allons investir dans l'infrastructure et l'équipement et peut-être que nous pourrions trouver un partenaire télécom avec lequel nous pourrions résoudre nos problèmes de connectivité. Mais en 2013, ceci a échoué. Donc de 2015 à 2018, nous avons eu une deuxième tentative de ne pas établir un hébergement local, mais aussi d'avoir un échange local. En 2015 à 2018, pendant ces 3 années, nous avons eu énormément de discussions avec des partenaires, des fournisseurs d'accès pour essayer de trouver une solution optimale. Ce n'était pas facile. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapo, toutes ces discussions, toutes ces réunions avec des partenaires potentiels, le coût de la connectivité était beaucoup trop élevé, toujours, et nous pensions en tant qu'utilisateurs, en tant que clients, il y avait un manque de désir de ces fournisseurs d'accès pour nous permettre de trouver la solution optimale. Quand je parle nous avons énormément de contenu. C'est là où notre expertise s'arrête. Nous ne sommes pas des experts en connectivité. Nous nous reposons sur quelques partenaires pour le faire pour nous. Et donc en janvier 2018, ça c'est un extrait d'une cotation que nous avons reçue. Quand nous avons pensé avoir notre cache local, que nous coûterait cette solution. Donc, il y a 1 an et demi, un fournisseur d'accès nous a envoyé cette cotation, 15 roupies par gigabit pour un transfert local. Et dans le même temps, nous étions en train de payer 3 roupies pour des transferts internationaux avec notre fournisseur en Europe. Donc, si nous décidions de bouger pour ramener toute cette infrastructure ici et l'héberger nous-mêmes juste pour la connectivité, nous aurions été obligés de payer 255 000 roupies mensuellement uniquement pour la connectivité. Nous ne pouvions pas avancer avec aucune direction n'aura accepté une telle. Donc le prix de la connectivité rend l'Internet impossible, presque impossible. Mais nous voulons toujours que nos utilisateurs aient la meilleure expérience quand ils utilisent nos sites web et ils n'ont pas besoin de faire le tour du monde pour trouver du contenu local. Et c'est pour ça que sur les diapos précédentes, vous avez vu qu'en 2018,
nous avons commencé à utiliser le cloud. Je crois qu'au début de 2018, Cloudflare a annoncé un point d'échange localement et nous avons pensé, peut-être qu'on peut transférer le stress que nous subissions sur quelqu'un d'autre. Au lieu de nous résoudre le problème, nous laisserions un autre expert le faire. Mais encore une fois, quelque chose de très étrange s'est passé. Il y a quelque temps, j'étais dans un bureau à Eben avec quelques amis de l'IXP et pendant que nous discutions toujours notre problème auquel nous faisions face, on a fait un test. Nous avons fait juste une traçabilité du routeur. Donc, les choses sont locales. Donc, ce serait en dessous de 10 millisecondes. Mais non, c'était 200 millisecondes. Et j'étais tellement surpris. Et puis, nous payons autant pour un service, mais ça n'a pas... et en fait, nous n'étions pas en train d'obtenir ce pourquoi nous payions. Et donc, nous avons commencé à penser Donc, nous avons été à pas mal de réunions à Phoenix, nous avons participé à des discussions. Ceci nous a donné une perspective tout à fait différente, comment étaient les choses à l'île Maurice. Et puis, nous avons commencé à parler à d'autres partenaires mauriciens, des IXP, des fournisseurs d'accès, pour essayer de trouver une solution optimale. Et pour résumer, et pour vous laisser avec une idée qui est positive. Donc, à partir d'avril 2018, nous sommes un membre ressource à Phoenix. Voici notre numéro. Nous sommes dans le processus de faire du peering avec MIXP, mais cette aventure n'est pas encore complétée. Ce ne sera pas facile pour nous en tant que fournisseur de contenu d'information, surtout de donner une expérience optimale à l'île Maurice si ce dernier carré n'est pas rempli par les opérateurs de réseau à l'île Maurice. Vous pouvez voir ce rectangle et y mettre un rectangle, un point d'interrogation là-dessus. Et si je me retourne vers cette magnifique représentation des sponsors de la région et de l'île Maurice, on peut voir qui il manque. Donc je vous remercie et je vous remercie d'avoir écouté l'histoire de la Sentinelle. Bien sûr, si vous avez des questions, je serai heureux de vous les présenter. Merci beaucoup, mais peut-être pour commencer, certains des points clés que vous avez mentionnés. Hébergement dans l'île est très cher. Pourquoi ça a pris si longtemps pour que vous trouviez une solution? Vous n'êtes pas des experts de connectivité et vous voulez la meilleure expérience utilisateur que possible. Donc, on peut jeter ces questions dans l'auditoire et essayer de trouver des réponses de part et d'autre. Essayez de venir, pensez-y. Et pendant que vous y pensez, je crois que notre prochain orateur va parler des prochains points de connexion, certaines des difficultés qu'ils ont rencontrées pour le construire et le monter et le faire marcher. Et ils ont fait pas mal de progrès dans les derniers 4 mois. Je crois que ce serait très bien de les écouter, mais pendant que nous avançons, n'oubliez pas de poser des questions. Bon après-midi tous. Je suis Ranveer. Je représente le MIEP. Je suis le nouveau président de le point d'échange de l'île Maurice.
je suis pas là pour vous dire comment nous allons faire de l'Internet une meilleure expérience pour tous, mais oui, nous avons un point d'échange. Mais depuis on a fait exactement le contraire de ce qu'un point d'échange devrait faire. Et donc, je voudrais partager ça avec vous. Et nous, en tant que membres peering, en tant que un peering local, quels étaient nos manquements et pourquoi le point d'échange n'a pas grandi à la même cadence que le groupe Internet dans l'île. Et nous voulons aussi partager notre courbe d'apprentissage. Donc le MIXP, le point d'échange Internet de Maurice, en fait, MIXP, nous l'avons démarré en 2005. C'est le 7e plus vieil échange de l'Afrique et elle est localisée à Eben, dans la cybercité de l'île Maurice et hébergée dans le bâtiment Cyber 1, la tour Cyber 1, un des plus vieux fournisseurs de l'île. Nous avons 8 qui en ce moment font du peering avec nous. Et par-dessus, nous avons 2 organisations non lucratives qui peerent chez nous, et ça c'est le statut actuel. Nous avons eu des défis tout au long de notre aventure. Nous avons eu beaucoup de défis, mais ça fait partie de notre apprentissage, n'est-ce pas? Nous avions une équipe technique. Le MIXP était géré par... nous avions une participation active de certains des membres peering, des pairs qui avaient été envoyés comme volontaires pour nous soutenir. Mais nous n'avions pas un modèle de gouvernance. Et pourquoi pas? Parce que l'équipe technique, je dirais, était réticent à faire des changements. Tout changement, ajouter des pairs, comment configurer les nouveaux entrants, etc. Tout cela ne se faisait pas. La communauté n'était pas alignée avec l'objectif même de notre échange. En réalité, la communauté ne savait même pas l'importance d'avoir une plateforme d'échange dans l'île, partageant le contenu local, le garder local. Il y avait un seul point d'échange, pas de redondance dans le circuit ni sur la plateforme, pas d'accès après les heures de bureau. Nous avons eu pas mal de questions où nous avons eu des problèmes où le port est tombé en panne après 17 heures. La seule réponse que nous avons reçue, c'est « Revenez demain et nous allons le résoudre ». Mais ça, c'était une chose inacceptable pour tous les membres peering. Donc, c'était hébergé dans un centre, donc c'était difficile de ramener des fournisseurs et des gens qui avaient le contenu de venir travailler avec nous, puisque nous étions à l'intérieur d'un bâtiment d'État. La communauté des affaires et la communautaire ne jouaient pas leur rôle pour qui était l'amélioration de l'Internet dans l'île, et ça c'était des défis énormes et très difficiles à surmonter. Ce que nous pensions, nous avons un échange qui ne travaille pas, pourquoi ne pas créer un deuxième? Pourquoi ne créer un deuxième échange situé à un autre point dans l'île
et avec une entité séparée, une gouvernance séparée. Pourquoi ne pas essayer de contacter la communauté Internet et essayer de voir si on ne pouvait pas avoir des fournisseurs ou des utilisateurs qui nous rejoindraient et dans nos points d'échange. Mais la question demeurait, que faire d'un deuxième échange? Que faire d'une deuxième plateforme d'échange? Comment est-ce que on pourrait récupérer du contenu international pour les encourager à nous rejoindre? C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Il n'y avait pas un accord concret entre les opérateurs locaux pour faire du peering sur notre plateforme. Et puis, nous nous sommes dit, nous devons repenser la plateforme que nous avions. Allons voir ce que nous pourrions faire pour que les communautés puissent adopter ce point d'échange et comment est-ce qu'on les ramènerait là, comment est-ce que on procéderait pour le peering de ses membres, etc. Comment on pourrait créer une visibilité, une sensibilisation sur l'importance de ce point d'échange. Alors, qu'avons-nous fait? Nous avons invité toutes les parties prenantes. Nous avons fait un roadshow il y a un mois. Nous l'avons fait à Eben avec l'aide de PCH. Nous avions pratiquement tout le monde avec les requêtes, pourquoi le peering, pourquoi il fallait intégrer le peering, quelles seraient les efficiences qu'on pourrait... nous avions eu une merveilleuse session où tout le monde s'est aligné sur un but commun pour vraiment repenser la plateforme MIXP et garder le contenu local et avoir toute la communauté réagissant comme un seul homme pour cet échange. Il y a 2 semaines, nous avons nommé un nouveau comité de direction. Donc, un de nos pairs locaux a envoyé une invitation. Donc, nous avons nommé le nouveau comité de direction. Nous avons encore 2 sièges libres. Nous avons demandé à la communauté de nous remplir les 2 sièges vacants. Nous avons créé un modèle de gouvernance. Avant, j'étais dans le comité de direction de INZADEC et donc ils nous ont proposé un modèle de gouvernance que nous avons partagé avec tous les membres de la communauté. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle direction, une nouvelle unité à l'intérieur de la communauté Internet et tous les opérateurs locaux ont adopté l'idée d'avoir un point d'échange fonctionnant sous un nouveau modèle de gouvernance avec une nouvelle vision, surtout pour l'avenir. Comment avons-nous créé la différence? Nous avons créé une extension à ce point d'échange. Donc, à la Cyber Tour 1, nous avons créé un centre de données neutre sponsorisé par Rogers et donc certifié ISO avec un centre d'opération 24/7. Le centre de données lui-même est en ligne avec les meilleures pratiques de l'Internet. Nous avons mis à jour la plateforme de l'échange et finalement nous avons réussi donc à proposer un accès 24/7. Donc aujourd'hui, nous avons un point d'échange et une extension du point d'échange original et nous avons un accès 24/7. Et de là,
c'est une idée communautaire. Cette idée peut être répliquée vers d'autres parties prenantes dans l'île et donc nous avons proposé contrat de partenariat que nous avons partagé les critères pour que quelqu'un qui voudrait un point d'échange ailleurs, donc nous avons donné à quelqu'un, nous savons que nous pouvons répliquer notre plateforme d'échange. Dans ma première diapositive, je vous ai donné un chiffre, soit le nombre de membres en peering, donc 7 membres, lors de la première version de notre point d'échange. Dans la nouvelle version, donc la version étendue, élargie, à ce jour, nous en avons 15. En matière de disposition de peering, nous avons maintenant un contenu local. Donc la partie média est en cours d'ailleurs. Nous avons discuté avec l'université, les représentants de l'université de l'île Maurice, eux qui ont un serveur avec une plateforme d'apprentissage. Donc tout un matériel, tutoriel, etc. d'octroyer aux étudiants et hébergé au sein de cette version élargie. On s'est tourné vers également les opérateurs internationaux, donc qui sont prêts à établir un peering. On a également doublé la capacité du point d'échange en un mois, donc de 7 à 15. Voilà pour notre anecdote. Merci. Merci Ranveer. Alors, si l'on s'inspire de cette intervention, c'est pas évident de traiter de la question. Donc, ce que je comprends en fait potentiellement, et peut-être de la part de nos délégués sur le podium ou encore dans l'Assemblée, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une réticence? Donc, posons-nous la question. Question 2. Comment est-ce que on peut établir une communauté donc d'ingénieurs réseau? Donc, quel genre de processus nous avons parcouru afin que les ingénieurs réseau s'attablent et discutent? Je sais que, par exemple, en Afrique du Sud, donc Ed, je crois qu'il est ici dans l'Assemblée, en fait, a été très impliqué justement quant au fait de réunir les gens. Donc on les appelle des groupes d'opérateurs réseau et ça a été quand même assez actif à ce jour. Et est-ce que c'est quelque chose que l'on doit faire potentiellement pour le reste du continent africain en tant que modèle de travail? Ça c'est la question 2. Et question 3, comment est-ce que l'on sensibilise justement de cette... comment on sensibilise, comment on crée une prise de conscience. Donc, comment sensibiliser justement le niveau des entreprises qui luttent justement sur le continent? Peut-être que vous pouvez examiner ces questions et répondre. Écoutez, je ne veux pas être le seul à poser des questions. Ma femme est en train de regarder justement en direct et il me dit mais qu'est-ce que tu as sur la tête? En fait, c'est les sponsors qui me les ont donnés, donc je les porte. Alors, Ranveer, pour commencer avec vous, vous avez parlé de réticence. Donc changer de paire, en fait, est-ce que c'est facile à faire? Nous, opérant justement ces points d'échange, où se trouve la réticence alors? On n'avait pas de modèle de gouvernance déjà. Le comité de direction n'était pas disponible, techniquement parlant. Et, bon, si je dis réticence, ça fait partie également de la direction de ce point d'échange qui
en a la responsabilité. Quelle est la responsabilité également de ce point d'échange et donc il n'y avait pas, en fait, il n'y avait pas de réponse à ces questions. Pendant, je crois, une année, il n'y avait aucune direction. Donc c'était plutôt une question de gouvernance. Très bien. Alors, vous qui travaillez justement des deux côtés, donc côté mobile et données, donc comment aider justement les entreprises à réaliser que vous, en tant que prestataire et comme étant un point d'échange, c'est une bonne chose pour l'entreprise et l'entreprise doit venir vers l'IXP également afin de d'avoir le contenu dont ils ont besoin. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme un défi? Écoutez, ce que l'on essaie de faire en ce moment, en tant qu'entreprise, on travaille avec diverses sociétés. On est en création de l'écosystème. Donc, et on essaie d'avancer. Donc, on est dans cette phase, voilà, en ce moment. Et comme vous avez vu, hein, on a doublé les chiffres de 7 à 15. Il y a pas mal de travail déjà d'abattu et j'imagine que dans l'avenir, nous serons dans une meilleure position. Et je vous avais mentionné que vous luttez justement, vous vous battez afin de donner la meilleure expérience aux utilisateurs finaux. Et vous avez parlé de la situation locale. Donc, en tant que prestataire de contenu fournisseur, vous devez être dans le lieu le plus optimum. Par exemple, 300 000 roupies mauriciennes. Écoutez, l'entreprise ne pourra pas le faire. Quels sont les autres moyens alors? Qu'est-ce qui va vous aider si vous devez, par exemple, revenir à 6 ans en arrière, là où vous étiez? Qu'allez-vous faire afin d'améliorer justement cette situation? Alors c'est intéressant, car quand vous avez commencé à poser la question, vous avez parlé de sensibilisation. Et moi, quand je regarde quelques années en arrière, en fait, je me dis, bon... Qu'est-ce qui a changé? L'idée n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est très simple. Il y a quelques années, en fait, quand on approchait justement un fournisseur d'accès à Internet et en leur disant voilà ce qu'on voulait faire, etc., la seule chose, en fait, ce que l'ISP, en fait, allait nous dire, c'est la FAI allait nous vendre quelque chose que l'on a déjà. Et franchement, aucun fournisseur ne nous a expliqué, écoutez, voilà, vous êtes un fournisseur également, un prestataire média, allons voir Afrinic. Il y a également l'IXP, etc. de Maurice, mais personne ne nous a donné cette idée. Moi, je l'ai mentionné dans mon intervention tantôt, l'idée c'est de devenir opérateur et de se mettre en peering avec la communauté. En fait, c'est une idée qui est arrivée d'Afrinik quand on a commencé justement nos réunions avec les autres personnes dans la région. Et peut-être que vous vous poserez la question, vous vous dites, écoutez, voilà, vous arrivez d'une société média, qu'est-ce que vous faites dans ce genre de réunion? Et c'était à nous, en fait, d'aller trouver des solutions, justement. Et peut-être qu'il y a des sociétés de médias sur le continent qui ont déjà résolu justement le problème que nous avons ici à l'île Maurice. C'est le genre de choses qui se passaient il y a quelques années. Et une fois de plus, la réponse est simple. C'était... merci à Afrinic, justement. Ce n'est que récemment que j'ai eu vent d'AFPIF. Donc toutes les idées ont été combinées et regroupées et on s'est dit voilà, nous avons des limitations, à savoir expertise technique, etc. dans le domaine, mais ce que l'on doit faire, c'est trouver en fait le partenaire idoine afin de combler la lacune. Absolument. Donc quelques questions de la part de l'Assemblée. Merci. Bonjour, je m'appelle Michal Goberden. Donc moi je siège au comité, j'ai même le sticker jaune pour vous le prouver. En sus de ce sticker jaune, on me dit que je suis sans émotion, le méchant sans émotion du programme.
Mais sinon, je vais essayer de répondre, en fait, à la question que vous avez posée à Ranveer, car je pense que, bon, j'imagine que le comité en convient, que le problème endémique, quant au point d'échange mauricien, et que l'on voulait justement soulever, mais bon, il manquait un peu de diplomatie. Ce n'est pas que les ingénieurs ne voulaient pas faire le travail, mais dans plusieurs parties de l'Afrique, en fait, on vit dans cet environnement. Donc, pour pouvoir faire quelque chose, il nous faut une approbation de la part de mon manager, de mon directeur, de mon ceci et cela, car on ne veut pas prendre la responsabilité. Et souvent, il y avait cette confusion entre responsabilité et manque de responsabilité. Donc personne ne voulait justement porter le chapeau pour éviter d'être blâmé de telle ou telle chose. Et je suis ravi du statu quo. Magnifique, on parle de grandes choses qui se passent par exemple en Europe. Et ici, c'est quoi le problème est dans quelle mesure en fait? Et ma question vous est adressée, messieurs. Donc je sais que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas répondre individuellement, mais dans quelle mesure nous allons dans ce problème? On n'a pas, par exemple, l'ingénieur réseau pour prendre ses responsabilités. Par exemple, à louer une adresse IP. En raison de cette culture que nous avons qui nous exige de passer par des formalités et des procédures avant que les choses ne soient faites. Donc, d'après vous, dans quelle mesure cela nous retient? Merci, Nishal. Oui, en fond de salle, merci. Merci, Kisoni, de AmiXP. Et je voulais contribuer sur ce qui se passe en fait au niveau de la tech team. Ne pas avoir un comité de direction ne veut pas dire que l'on ne peut pas allumer nos UPS. Mais le souci était par exemple, moi je me souviens en 2016, on nous avait demandé justement d'héberger, hébergé, je ne sais plus, et avoir un cache local. Et donc, pour nous, c'est difficile en fait d'approuver cela. Donc, on avait cette première version en fait du comité de direction qu'on voulait raviver, mais c'était ouvert seulement au FAI. Donc, était connecté justement au MIXP pendant 1 an, et ensuite, ils allaient voir si les autres pouvaient rejoindre justement. Et ça, c'était les défis en fait que nous avions. Donc on ne pouvait pas justement communiquer avec quelqu'un qui n'était pas un FAI. Donc, car le comité voulait, faire les choses étape par étape. Et peut-être que Ranveer s'en rappelle, on avait ce comité de direction qui était restreint au FAI seulement. Et maintenant, en 2019, après différentes séances, c'est ouvert à d'autres parties maintenant. Et pas restreint. Donc il y a eu un travail depuis maintenant 2 ans, et en essayant par exemple d'avoir ce comité de direction d'opérationnel, ce qui prend un peu de temps, et étant donné qu'on a plus d'engagement de la part de la communauté, après bien sûr toute la partie peering dont tu as fait état, Ranveer, il y a un peu plus de dynamique, un peu plus d'élan maintenant, et il y a un travail comme je vous ai dit qui a déjà démarré, et maintenant les choses avancent graduellement. Et également concernant votre question sur l'engagement local ainsi que la partie communautaire, on a commencé un petit NOG à l'île Maurice, et graduellement donc on a tiré exemple justement du NOG de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Donc on essaie justement de bâtir toute la communauté autour, pour que par exemple les techniciens essaient de se réunir et de discuter. Rappelez-vous, lors d'une des présentations, donc il y a quelque chose qu'on essaie de faire avancer à l'île Maurice, c'est oui, effectivement, nous sommes en concurrence au niveau pays, mais au niveau technique, voilà, il faut que l'on avance, et il faut que l'on soit efficace. Merci. Merci. Alors, encore 2 questions et ensuite la dernière intervention. Allez-y. Bonjour. Vous devez vous présenter déjà car on ne vous connaît pas. Je m'appelle Sandip
Je suis ingénieur logiciel, donc je travaille chez LSL Digital. Et en tant qu'ingénieur logiciel, moi, comment est-ce que je rends justement mon logiciel de disponible auprès de mes clients à un prix raisonnable, à un tarif raisonnable? Donc, ça c'est ma question à Monsieur Ish. Et sinon, par rapport au paysage mauricien, il y a zéro solution pour que les ingénieurs logiciels puissent héberger leur application à un prix, à un tarif raisonnable. Et pour revenir à ce qui a été mentionné préalablement, donc comment attirer les FAI au sein du MIXP, c'était presque comme s'il fallait convaincre littéralement des gens. Donc peut-être que une législation serait intéressante, oui ou non, et s'il n'y en a pas, alors pourquoi est-ce qu'ils refusent de rejoindre le point d'échange? Donc et finalement, vous avez dit que l'on a 15 membres maintenant. Et vous avez également dit qu'il y a 17 membres avec des permis, des autorisations. Donc, et il y en a qui manquent, donc pourquoi? Alors écoutez, je pense que la première partie de la question est pertinente, c'est comment justement attirer ces affaires au sein des points d'échange. Vous le faites en ouvrant un point d'échange. Et une fois que vous avez votre communauté ainsi que votre point d'échange d'ouvert, les FAI vont venir vers vous. Donc forcément, vous ne voulez pas être mis de côté. Et par le biais de la communauté, par le biais des ingénieurs, etc., je pense que vous serez d'accord avec moi que ces trois messieurs ici ont des anecdotes à dire et à raconter. Donc, quant à ces FAI qui ne veulent pas justement rejoindre un point d'échange, et cela n'est pas applicable seulement à l'île Maurice, mais au reste du continent africain. Vous pouvez ouvrir par exemple un point d'échange n'importe où vous voulez en Afrique, et vous aurez du mal en fait à avoir des gens avec vous. Oui, effectivement, il y a des opérateurs de points d'échange qui ont traversé justement ce genre de vague, et l'idée c'est d'attirer quelques attentions ici et là et essayer de parcourir avec eux leur expérience. Effectivement, j'ai l'impression que tout le monde est passé par là, en fait, afin de bâtir justement ce point d'échange juste à un point où c'est un point d'échange qui est fonctionnel, opérationnel, bien établi, et j'imagine que toutes les personnes ici attablées essaient de faire de même. Permettez-moi de répondre justement ce qui retient. Écoutez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vers les années 2015, j'étais PDG donc d'une société. Et avec la part de marché qui allait justement à un gros acteur. Et la question c'était qui allait rejoindre justement le MIXP. Il y avait décisions politiques, etc. Mis en place par le régulateur. Donc on a un régulateur solide et qui s'assure justement que l'écosystème est bien respecté. Je pense qu'il nous faut maintenant nous pencher sur la partie politique, comment les politiques sont façonnées, et il faut également s'assurer qu'il y ait beaucoup plus d'accès à la population. Oui, je pense que c'est une bonne réponse. Allez-y. Excusez-moi. Je m'appelle Robert, de l'Écoute Télécom. Écoutez, alors quand on voit cet intitulé, débloquer le potentiel des États insulaires de l'océan Indien, surtout pour l'ouest et le sud de l'océan Indien, je pense qu'il y a quelques opérateurs et qui sont basés à l'île Maurice, donc qui siègent à l'île Maurice, et l'île Maurice est bien positionnée. Donc en matière fiscale,
Donc il y a pas mal de sociétés panafricaines dont le siège est à l'île Maurice. Donc, comme on l'a vu en Europe, l'Irlande, avec une TVA pas du tout élevée. Donc Dublin aujourd'hui est un cloud en raison de cet environnement favorable en matière d'imposition, et l'île Maurice s'est également positionnée dans ce sens. Donc tous les grands géants, regardez les logos en fond de plan. Donc ces personnes, ces représentants sont ici, ou peut-être qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois également. Là, si on est en train de débloquer justement le potentiel, pourquoi on parle de marché interne? Donc pourquoi ne pas ouvrir justement les portes à ces géants? Alors, merci. Écoutez, merci pour votre question, monsieur. On va revenir justement sur votre question. On va d'ailleurs accueillir une dernière. Bonjour, Walter. Écoutez, si vous mettez en place justement un point d'échange, Internet, je pense qu'il est important d'avoir des AS locaux, en fait. Et j'imagine que cela va nous ouvrir à de nouveaux marchés. Donc nous, on essaie de se connecter avec les AS. Donc juste un petit retour sur l'information. Alors écoutez, non, ce n'est pas une question de chiffres ici, de quantité, mais ce sont les personnes en fait ayant justement les grosses parts de marché où se trouve le gros trafic. Et si là, si vous, c'est une question de choix, j'imagine. Il est important de savoir qu'il y a de gros acteurs sur le marché. Il y a également un gros trafic. C'est là où l'Internet sera le plus accessible à un maximum de personnes. Oui, sur ce point, c'est critique en fait à ce que les acteurs internes en fait s'ouvrent justement au point d'échange, car sinon les gens ne seront pas attirés. Merci Walter. Je pense que le défi pour tout ZXP en fait en Afrique, c'est la question de contenu, et ce genre de conférence, moi je recommande fortement à ce que les ZXP se réunissent avec et rencontrent les fournisseurs. Il y a énormément, il y a des outils de rencontre, etc. Moi j'encourage justement ces réunions et ces discussions. Donc toutes les personnes ici assises, expliquez votre feuille de route, expliquez votre point d'échange, expliquez ce que vous faites, et j'imagine que ça va aider à croître justement votre point d'échange. Bien, Prakash alors, qui va parler d'un melting pot. Donc, bonjour tout le monde. Écoutez, j'imagine que excusez-moi. Déjà, ma société, alors, je m'appelle Prakash Bigou, je suis directeur de MTEL Business. MTEL, en fait, est présent depuis 1989, donc les tout premiers ayant un réseau mobile, et nous sommes ravis en fait d'être au sein de cette industrie et d'être à la création en fait du marché. Donc en espérant que la population en tire des avantages. Donc justement, débloquer le potentiel des États insulaires de l'océan Indien, où nous en sommes, quels sont les défis et quelle sera la marche à suivre. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, déjà les États insulaires en fait subsahariens, donc assez éparpillés et connecter en fait toutes ces îles, ce n'est pas aussi évident. Autant que c'est facile de connecter justement les pays qui sont enclavés. Pour l'île Maurice, voilà, pour l'île Maurice, où vous vous trouvez. Et sinon, ici les paramètres
relative à l'île Maurice. Une population de 1 260 000 habitants, un PIB pour 2018 autour de 14,22 milliards de dollars, par habitant 11, quelque chose, avec une croissance pour 2018 autour des 3, et quelques pourcents. La croissance, donc 3,8%, comme je vous disais, quand on parle de croissance Internet pour l'île Maurice, depuis les 20 dernières années, autour de 24%. On a un backbone, on a une fibre, donc 3, au nombre de 3, et avec 2 câbles sous-marins. Et à l'île Maurice, nous avons 3 opérateurs 4G, et en matière de facteurs économiques, donc nous nous reposions avant sur l'agriculture et l'industrie sucrière, donc et on a migré vers les services financiers, le tourisme, l'éthique et la fabrication et les PME. Donc, comme M. Awaba l'a dit tantôt, l'éthique maintenant représente le 3e pilier économique de l'île Maurice. Et en tant que compagnie, en tant que société, on essaie de se positionner afin justement de mener le bal. Ça, c'est la 2e île de l'île Maurice. Non, pardon. C'est l'île de la Réunion, excusez-moi. Donc, île française, avec à peu près 900 000 habitants, 850 000 habitants, territoire français. PIB, quand même assez élevé. Croissance également, pour 2018, 3,2%. Pour la télécommunication, donc Internet, les utilisateurs 53,9%, taux de croissance Internet 2019 26 et quelques pourcents, backbone fibre, accès ouvert, 2 câbles sous-marins, 4 opérateurs 4G, facteurs économiques, agriculture, etc. La plus grosse île, c'est la grande île Madagascar. Madagascar ayant une population de 25 millions d'habitants, donc soit 20 fois la population de l'île Maurice, avec un PIB de 2018 de 17 milliards, par habitant 470 $, croissance 2018 4,2%. Télécommunications, donc ici l'utilisation d'Internet est relativement moindre, 9,8%. Là, le taux de croissance Internet, donc entre 2000 et 2019 à hauteur de 87%. En matière de backbone, un backbone, donc 2 câbles sous-marins et 4 opérateurs facteurs économiques menés par l'agriculture, le tourisme, le textile et l'exploitation minière. D'autres îles comme Mayotte, par exemple, Mayotte avec une petite population de 260 millions d'habitants, le PIB par habitant donc relativement élevé en raison de leur appartenance française. Population utilisant Internet, donc 40,5%, taux de croissance Internet 2019 non applicable et basé facteur économique agriculture. Pour les Comores, la population est de 800 000 habitants, PIB 1,2 milliard, croissance de 2,8%, un backbone et 3 câbles sous-marins, facteur économique, tourisme et agriculture. Et 2 opérateurs 4G au sein de ce marché. En ce qui concerne les Seychelles maintenant, qui se trouvent un peu plus loin, une population de 90 000 habitants à peu près, très petite population, PIB 1,6 milliard, PIB par habitant 17 000 et quelques $, croissance 8,5%, quand même assez élevé, pourcentage de population utilisant Internet 70%, taux de croissance entre 2000 et 2019 qui passe maintenant à 1018%. Donc un backbone, un câble sous-marin, 2 opérateurs, facteurs économiques, tourisme, principalement agriculture et énergie. Maintenant, voilà pour les statistiques en général. Quand on parle des îles, vous voyez bien que les populations en fait tournent autour de 28 millions. Donc, alors que quand on parle de l'Afrique, c'est 1 milliard de personnes. Donc, PIB par habitant, on a en moyenne 1000 et quelques par habitant. Alors qu'en Afrique, pour l'Afrique, c'est 1080. Les différents taux de croissance du PIB. Donc, 2,8% pour l'Afrique subsaharienne.
Et comme vous pouvez le voir ici, donc quelques pays accusant 84. Écoutez, quand je parle d'adultes, c'est au-dessus de 15 ans. En matière de pénétration Internet, donc vous voyez bien qu'il y a des pays qui accusent un indice assez élevé, alors que pour l'Afrique en général, c'est 39,8 dans l'ensemble, voilà. Et pour le continent africain, donc en 19 ans, en fait, l'utilisation en fait pour l'Afrique s'est accrue de 11 532%, alors que le reste du monde, c'est 88%. Donc l'utilisation africaine de l'Internet représente 11%. Vous voyez, en tant que région, nous sommes très dynamiques. Il y a quand même un écosystème très dynamique. Et nous poussons et nous créons une plateforme pour l'investissement. Là, je vais parler de l'océan Indien. L'économie de l'océan Indien est une économie en évolution. À chaque fois que nous augmentons notre capacité, la capacité est entièrement utilisée par le marché. Donc, je crois que tout le monde sait que nous avons un PIB à l'île Maurice, par exemple. Vous pouvez voir ici, nous avons eu une croissance exponentielle. Et donc, nous avons eu la contribution le PIB, le troisième pilier de l'économie. Notre bande passante a augmenté par 10 fois. Nous avons une 140% de pénétration. Sur quoi est-ce que nous nous focalisons? Nous avons maintenant, nous allons créer des centres d'incubation pour que ces nouvelles technologies puissent être updatées et se positionnent correctement dans le marché. Nous avons doublé. Nous sommes en train de renforcer les capacités. L'université a doublé le nombre d'étudiants qu'ils acceptent et ceci dit beaucoup sur notre intention en ce qui concerne. Je sais que le gouvernement ici, la plupart des services aujourd'hui, vous pouvez avoir les services en ligne et le gouvernement est en train de mettre en ligne les données, sont en train de développer de nouvelles applications, de nouveaux logiciels pour améliorer. Nous avions un logiciel pour l'état du trafic. Donc, nous avons fait cela il y a 3 ou 4 années de cela. Nous avons donc de l'information qui sont stockées dans différentes plateformes pour que les professionnels puissent utiliser ces informations pour pouvoir créer de nouveaux services. Nous avons un cadre en ce qui concerne la cybersécurité. Donc la politique a déjà été toute société qui le travail à domicile aussi a gagné en intérêt. Les personnes qui encouragent le travail à domicile peuvent avoir une incitation de 5% sur leurs impôts. Donc, les gens peuvent travailler et nous avons créé nous nous assurons que tout le monde devienne beaucoup plus. Qu'est-ce qui a permis? Quel a été Nous devons avoir des consommateurs qui comprennent le besoin de l'information et de l'Internet disponible en ligne et comment ils peuvent améliorer leur vie de tous les jours. Donc nous, en tant qu'opérateurs,
Nous travaillons vers cet objectif pour que nous assurer que le niveau d'éducation est là, pour que les gens utilisent de plus en plus l'Internet. Ceci est disponible pour toutes les données que nous avons. La consommation augmente de jour en jour pour que nos consommateurs puissent payer de moins en moins. La transformation numérique, ces facilitateurs, le gouvernement ainsi que les services privés puissent transformer d'une manière numérique en termes de gouvernance, et nous avons un cadre régulateur et nous savons que nous avons encore beaucoup à faire pour nous assurer que nous soyons bien positionnés dans la façon de créer un cadre réglementaire pour l'Internet. En termes de les obstacles que nous avons aussi que les fournisseurs d'accès, nous devons faire un gros travail sur ces facilitaires d'accès pour que nous ayons un point d'échange, pour que nous n'ayons pas à aller pêcher nos informations loin. Nous avons un backbone national et nous pensons que ces approches, cette ossature que nous avons, le réseau fédérateur, nous avons la CEB qui est aussi arrivée avec, ils vont arriver comme un fournisseur d'accès. Donc beaucoup doit être fait pour mettre en place une dorsale à Internet pour améliorer encore plus l'offre Internet dans le pays. Le contenu doit être aujourd'hui considéré et il est important que nous puissions créer du contenu local. Comme Ish vient de vous le dire, les gens ont des services. Où est-ce que nous allons héberger cela? Donc nous avons encore beaucoup à faire en ce qui concerne ça. Nous devons avoir un très haut niveau de priorité. Et ensuite, en ce qui concerne la connectivité internationale, nous avons 2 câbles qui connectent l'île Maurice. Nous sommes une île. Les câbles sont sous-marins. Et quand il y a un problème sur le câble, ça prend pas mal de temps pour être réparé puisque les câbles sont sous-marins. Nous avons une économie où la croissance s'appuie énormément sur la consommation. En termes de connectivité internationale, au moment où nous parlons, nous avons le câble SAFE, nous avons Lyon 1 et Lyon 2. Voici la configuration des câbles. Et nous avons ici, le câble ici. Donc nous avons le câble SAFE qui nous relie à l'Asie. Le câble bleu, c'est ici où nous sommes connectés entre les îles. Certains sont connectés directement avec nous. Donc, quel est le risque d'avoir ces configurations? Nous avons donc un manque de diversité. Nous n'avons que 2 câbles. Nous avons un coût très très fort pour l'interconnectivité, le coût de la maintenance. Ces câbles sont sous-marins. Nous sommes une petite économie. Donc ça nous affecte vraiment en termes de facilitation des affaires. Nous avons manque de pour nous assurer. Il est important que nous ayons un accès et nous avons ce câble qui est déjà vieux de 17 ans.
Donc nous avons quand même un risque de très haut niveau, donc quelque chose doit être fait pour créer un environnement beaucoup plus sécurisé. Donc quelle est la vision pour la région, ce que nous faisons? Donc nous avons mené les discussions à ce sujet, donc nous sommes en train d'introduire un troisième câble sous-marin pour nous relier au continent africain. Et nous avons deux câbles qui arrivent. Nous avons un câble Métis et un autre câble qui s'appelle OIS. Quand on parle du câble Métis, ce câble va avoir une très haute capacité pour les 25 prochaines années, avec un accès direct pour l'Afrique du Sud, vers l'Afrique du Sud. Ça va nous permettre le peering et ça va faire l'interconnectivité entre les îles beaucoup plus facile. Ça va réduire les coûts de connectivité et il va atterrir à un centre neutre en Afrique du Sud. Voici le câble comme configuré ici. Nous avons donc deux nouveaux câbles qui arrivent. Nous avons donc le câble Métis et le AOX qui part de l'Inde, passe par l'île Maurice et va vers l'Afrique du Sud. Le câble Métis va de l'île Maurice vers la Réunion, vers Madagascar, pour terminer vers le centre neutre. Donc le nombre de paires, tout est la capacité de 24 gigabits par seconde, la capacité, oui, 24 terabits par seconde, la capacité est 1000 gigabits par seconde. Donc ça va, c'est une collaboration régionale entre 6 opérateurs et ce câble sera d'ici 2030. Si vous le comparez avec le câble que nous avons ici, si vous voyez le câble que nous avons ici, avec ce câble, nous allons créer l'écosystème nécessaire pour créer une meilleure connectivité dans l'océan Indien, entre les îles de l'océan Indien. Ceci va confirmer l'île Maurice comme étant le meilleur hub possible. Ça va permettre l'industrie 4.0. On parle de l'Internet des objets et beaucoup plus d'automatisation dans une productivité augmentée dans les petites et moyennes entreprises. Ça va créer une demande beaucoup plus élevée pour la demande et ça va venir aussi à un prix réduit. Donc nous devons revoir l'ingénierie du système. Nous avons un temps d'attente de 17 millisecondes. Donc la vitesse de 24 terabits par seconde. Ceci va changer la façon dont nous nous posons sur le marché. Donc, nous sommes aussi en train de créer, en train d'améliorer les centres de données, la connectivité internationale et les connectivités internes. Donc, donc, nous venons de parler d'AMI XP. MT a révisé sa stratégie Pyrine et nous voulons être complètement ouverts à ce sujet. Merci beaucoup. Par cette initiative, si vous voyez qu'à Maurice, nous sommes 40% actionnaires du marché, nous sommes en train de créer un environnement facilitateur pour partager nos bandes passantes. Nous sommes en train aussi de nous positionner pour renforcer les capacités locales.
Nous participons à beaucoup de forums et de beaucoup de séances de formation, des ateliers. Nous sommes impliqués entièrement. Nous avons également facilité l'accès à des centres de données. Nous aspirons à devenir un IXP régional. Le défi pour cela, c'est que les données que nous avons ont plus de 10 ans. Le régulateur doit venir. Le régulateur doit permettre à tous ceux qui sont dans le système de collaborer. Manque de compréhension. Nous voulons créer cet élément de sensibilisation. Donc nous avons les acteurs clés sont peu nombreux et nous devons voir comment nous pouvons ramener des acteurs clés sur cette plateforme et la localisation, donc quelque chose dont nous voulons discuter. Voici la dorsale Internet du pays. Voici notre dorsale. Nous sommes très connectés. Nous avons terminé l'ouest. Le nord est donc au premier semestre 2020. Le défi, c'est que nous devons mettre notre fibre nous-mêmes. Donc nous avons un déploiement cher et coûteux. Et nous avons investi massivement. Nous avons créé des solutions pour faire un déploiement. Donc, nous sommes placés pour que nous puissions nous assurer que la connectivité soit disponible. Et puis, le 5G arrive très vite. Et nous sommes en train de nous positionner pour créer l'environnement nécessaire pour que les affaires, les gens et l'État puissent communiquer d'une façon beaucoup plus fluide. Donc, l'hébergement du contenu, nous avons un centre de données. Nous avons, si vous voulez visiter notre centre de données, nous avons une équipe. Je crois nous avons de 5h30, vous pouvez visiter notre centre de données et apprécier l'infrastructure que nous avons mis en place. Mais il est important que la communauté Internet présente dans l'île aujourd'hui, vous puissiez visiter notre centre de données et la façon dont nous faisons les affaires, les défis que nous avons. C'est nous avons des coûts de location très élevés et nous croyons que nous devons partager des contenus critiques dans tout le pays. C'est important que nos services, nous avons un centre de données de niveau 3. Ceux de niveau 4 sont même dans des aéroports. Et pour nous, c'est de créer un centre de données qui puisse donner pour pouvoir donner un service impeccable. Donc, nous voulons créer un contenu qui est... Je sais que j'ai beaucoup pris de votre temps. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. À ce stade, avant que nous fassions nos peerings, est-ce que nous avons des questions de la part de l'auditoire ou dans la foule? Ou tout ceci est très clair pour tous? Virchal Gobernan, je suis un curieux. Transfrontalier, c'est ce que nous avons entendu il y a... Mais ça veut dire quelque chose de complètement différent quand vous êtes une île. Et je ne suis pas certain que c'était clair. Je pense que comment est-ce que vous visionnez, comment vous voyez les défis d'être une île qui est différent d'un petit pays en Afrique?
comment voyez vos défis à vous par rapport à la différence avec un voisin, par exemple, ils sont enclavés. Est-ce que vous voyez les défis qu'ils ont et vous êtes limité par votre système de câbles mais à part ce que vous dites, j'adore ce que vous avez dit pour que le système Internet puisse grandir et grossir. Vous avez besoin d'investissement. Vous avez besoin d'investissement. Comme quelqu'un vous a donné une carte. Comment est-ce que vous pensez que vous allez... comment est-ce que vous allez... quelle va être votre proposition de valeur? Si vous voulez, comment vous allez dire aux gens de venir faire des affaires avec vous ici plutôt que d'aller se connecter sur le continent? Donc, je suis d'accord. Ça, c'était ma question. La façon dont nous faisons les affaires, nous concentrons sur les sociétés qui opèrent à l'île Maurice, ou alors qui ont aussi des bureaux en Afrique, et donc ils viennent nous voir. Nous pensons que dans un futur proche, nous allons comment les gens qui sont en Afrique, comment ils peuvent venir et être hébergés dans notre centre de données ici. Ça, c'est le plan sur lequel nous travaillons. Et je pense que dans quelques années, nous serons en position de pouvoir faire des offres compétitives. Je viens du réseau d'éducation du Kenya. J'ai deux questions. En regardant votre présentation, MTEL, je ne sais pas pourquoi votre collègue a eu tellement de mal à bouger ces données d'Europe. Deuxième question. Comment est-ce que vous êtes en train d'aider les entrepreneurs? Pourquoi est-ce que... très bonne question. Je vais répondre au premier. Quand vous avez posé la question, ça me fait remonter à 2013. J'ai demandé à un centre de données, mon ami, je leur ai demandé une cotation et la cotation est revenue. C'était 14 000 roupies par mois. Si je mets à la place de mon collègue ingénieur, ce serait impossible pour moi. J'ai pris la même configuration et j'ai demandé au centre de données en Allemagne de me donner une cotation. J'ai eu une cotation de 9 euros et 9 euros, c'est à peu près 450 roupies contre 14 000 roupies. Vous pouvez comprendre pourquoi à cette époque nous avons préféré aller ailleurs. Alors pour en revenir sur ce qui a changé de 2013 à 2019, les coûts de centres de données ont grandement baissé. Bon, dans les derniers mois, j'ai parlé à Rogers, j'ai parlé à MTEL. Oui, les prix ont changé considérablement. Mais nous sommes encore très très loin de pouvoir atteindre les prix d'Allemagne pour héberger les services. Mais encore une fois, ceci est en train de changer. Ça, c'est une des raisons pour laquelle que j'ai mentionné plus tôt. C'est là où la Sentinelle a décidé de devenir un opérateur de réseau et de devenir un hébergeur de services. Ces dernières années, nous avons fait l'expérience. Je crois que nous faisions quelque chose de mauvais. Nous étions en train de combattre les mauvais combats. Au lieu de nous battre pour que les ISP baissent le prix, c'était mieux de travailler avec eux pour que les prix baissent. Donc, c'est-à-dire de devenir amis pour que les prix baissent. Je crois que ça, c'est une excellente réponse.
donc il y a deux choses qu'il faut considérer. Donc il y a, quand on parle de Maurice, nous avons un problème d'économie d'échelle. Quand on parle de Maurice, parlons d'1,3 million personnes, le prix de la connectivité est très différent. Quand on parle d'Allemagne, l'économie est différente, la connectivité est beaucoup moins chère. Donc s'il faut regarder une affaire, donc dans la croissance d'utilisation, le prix est tombé, mais nous pensons que nous sommes aujourd'hui bien positionnés pour pouvoir offrir de meilleurs prix dans les prochaines années dans le marché. Donc, dernière question, nous devons bouger. Je crois que beaucoup de choses que je voulais demander ont déjà été répondues. Je crois que à l'île Maurice, il est très facile de... Je crois que vous pouvez ouvrir une compagnie ici, vous pouvez ouvrir une société. Donc, en tant qu'opérateur international, je crois que les gens puissent avoir une traction de venir s'installer ici. Ces câbles, donc, sont des accès aujourd'hui connus et ouverts. Il y a une opportunité pour que les opérateurs mauriciens puissent obtenir peut-être que nous ne serons pas ici pour venir chasser un marché domestique, mais s'il y a une ouverture, mais si vous allez ouvrir, si vous voulez ramener votre équipement ici pour faire de l'hébergement, je pense que ça s'ouvre très très vite. Mais quand on a créé, on a acheté, nous avons acheté un Cisco, nous avons un appel du régulateur parce que le régulateur a frappé à la porte il y a 10 ans, 5 ans de ça. Nous devons être beaucoup plus réceptifs. L'île Maurice est beaucoup plus ouvert à ces dorsales Internet internationaux. Je crois, en prenant ce point, pas juste pour l'île Maurice en général, mais pour je crois que ce sera applicable à d'autres pays en Afrique. Plus vous allez pouvoir attirer les investisseurs étrangers, les hommes d'affaires, les fournisseurs de contenu, plus l'Internet sera meilleur pour tous. Pour résumer ce que nous avons discuté depuis hier, donc ça a été une session très intéressante. C'était comment l'île diffère d'un pays enclavé, et donc l'expérience de l'utilisateur est également importante. Même pour des fournisseurs de contenu, vous devez donner aux utilisateurs la meilleure expérience qui soit. Donc ouvert et facile à gérer, pas juste sur une île, mais tout autour de l'Afrique. Il y a des experts qui l'ont fait. Nous savons des points d'échange. Si vous êtes en train de vous battre, ouvrons nos discussions. Je voudrais remercier ceux qui sont sur le panel aujourd'hui. Je voudrais les remercier. Et la dernière chose que j'aimerais faire avant de passer la parole, je suis très connu pour cela. Ça, c'est mon selfie. Donc, tout le monde, s'il vous plaît, si vous voulez sourire, je vais faire mon selfie de maître de cérémonie, s'il vous plaît. Et voilà, je vais vous le poster sur Twitter très vite. Donc, pour ceux qui veulent poster sur Twitter, je vous encourage à... oui, donc je vais le refaire, voilà. Mesdames et messieurs, merci. Vous voulez envoyer mon nom, c'est Malcolm. Et merci beaucoup, vous avez été formidables.